Alors, ces activités commerciales et mercatiques vont faire l'objet de plusieurs vidéos. Donc, dans ce premier cours, nous allons parler de l'évolution des activités commerciales et mercatiques, essayer de comprendre à quel moment ces activités se sont développées, sont apparues puis se sont développées, et pour répondre à quelles problématiques. Ensuite, nous exposerons la démarche mercatique, que l'on peut qualifier aussi de démarche marketing. Et nous verrons enfin un des rôles essentiels des activités mercatiques des entreprises, à savoir la connaissance des marchés, donc un rôle de collecte de l'information pour aider la décision. Alors, tout de suite, l'évolution des activités commerciales et mercatiques. Alors, on divise en fait la vie récente des organisations, des 50 dernières années des organisations, plusieurs périodes où la problématique marketing s'est affirmée et s'est transformée. Donc, première période, jusque dans les années 60. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'entreprise et de ses environnements économiques à cette époque-là? Eh bien, la fonction essentielle de l'entreprise, c'est la fonction de production. Alors, le problème essentiel des entreprises, c'est de produire. Et donc, évidemment, ça éclipse un petit peu toutes ces activités commerciales et mercatiques, si vous voulez. La demande pousse la production, c'est pas l'inverse, et donc il n'y a pas à réfléchir particulièrement sur ce qu'on produit, pour qui on produit et comment on va vendre ces produits. On a plutôt une pénurie de produits. Donc pénurie relative de la production, relative parce que, pas exagéré, dans les années 60, les gens mangeaient leur faim et arrivent à satisfaire à peu près leurs besoins, mais il n'y a pas beaucoup de choix et le consommateur est totalement dépendant de ce qu'on va lui proposer. Et il est plutôt bon public, il n'est pas encore mature dans ses comportements d'achat, donc il accueille favorablement les productions des entreprises. Pénurie relative et la production de biens, donc qui est essentiellement, à cette époque-là, tournée vers la satisfaction des besoins primaires, c'est-à-dire que les besoins de civilisation vont apparaître précisément dans les années 60. Les biens destinés à satisfaire les besoins de civilisation apparaissent dans les années 60. Jusque-là, essentiellement, les gens achètent des produits essentiels. Ça correspond à l'évolution des sociétés occidentales vers les modèles de sociétés de consommation de masse. Consommation de masse et production de masse. Donc le problème essentiel des entreprises, c'est celui de l'augmentation des volumes de production. Comment arriver à produire en quantité de plus en plus grande dans les entreprises. Donc il y a un problème technique extrêmement important et ce problème technique éclipse toute réflexion de nature commerciale. La préoccupation est de trouver une solution au problème technique, financier, organisationnel, certainement pas à trouver une solution à des problèmes commerciaux qui n'existent pas. On est bien d'accord. Donc on voit bien que la non prise en compte des activités mercatiques dans les entreprises à cette époque-là, elle correspond aux non-besoins finalement. Et qu'à partir du moment où on va avoir un problème de débouché, qu'on va s'intéresser et aux activités commerciales et aux activités mercatiques. Le tellurofordisme, finalement, est au cœur des préoccupations. Donc on est sur des problèmes de gain de productivité, sur des problèmes d'optimisation de processus de production et certainement pas sur des problèmes de distribution. À cette époque, la loi de Say s'applique. Je vous rappelle que la loi de Say, c'est toute offre crée sa propre demande. D'accord ? Donc, il suffit de produire et ces biens seront vendus. On est bien dans une ambiance de pénurie de produits et de choix relativement faibles pour le consommateur. Alors, les entreprises, je vous rappelle, à cette époque, produisent pour le stock. Donc, on est dans une gestion de production qui est pilotée par l'amont, donc une gestion de production très classique. C'est très important puisqu'on veut réaliser des économies d'échelle. Donc il faut qu'on réalise des séries longues de production
S'il n'y a pas de débouché immédiat, c'est pas grave. On parque les produits dans le stock et c'est le stock qui va jouer la régulation entre l'offre et la demande finalement. Mais évidemment, et ça depuis très longtemps, on est déjà familiarisé aux prévisions commerciales. C'est-à-dire que les programmes de production, ils sont pas élaborés à partir de rien, ils sont élaborés déjà par rapport à des statistiques commerciales passées, avec généralement, comme les univers sont assez stables en termes d'évolution des marchés de la demande, qu'est-ce qu'on fait ? On anticipe à partir du passé les tendances futures. Donc méthode de prévision relativement simple. Autre domaine qui n'est pas très développé, c'est la publicité, qui est très embryonnaire, parce que les médias le sont aussi, en tous les cas, un des médias essentiels aujourd'hui, qui est le média télévisuel, qui est assez peu développé. Et d'ailleurs, on ne parle pas de publicité à cette époque-là, on parle de réclame. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, la réclame est là simplement pour faire connaître le produit. Dire aux consommateurs, voilà, telle entreprise vous propose telle chose. La publicité, elle est clairement là pour transformer le désir en besoin. Donc on est dans une autre mission. Les circuits de distribution, eux, ils sont classiques et traditionnels, c'est-à-dire atomisés. Pour faire simple et pour caricaturer, c'est le royaume de la petite épicerie. Voilà le circuit de distribution. Là, je vous parle pour l'alimentation, mais c'est vrai dans tous les métiers. C'est vrai pour la chaussure, c'est vrai pour l'habillement. C'est le petit commerce indépendant qui domine. Alors voyons maintenant les grandes évolutions qu'il y a eu entre les années 60 et 80. Alors, déjà, on commence à avoir une réflexion, non pas marketing, mais en termes de techniques de commercialisation, puisqu'il va falloir adapter très rapidement les techniques de vente et les modes de distribution aux ambitions de l'époque, qui sont la consommation de masse. D'accord ? Donc évidemment, on va avoir du mal à atteindre la consommation de masse par le canal de la petite épicerie de quartier. Donc ça va supposer d'autres modes de distribution et par ailleurs d'autres techniques de vente. On assiste à cette époque à une révolution commerciale, n'ayons pas peur des mots, qui est le développement du libre-service. Tout change dans l'atmosphère concurrentielle entre les entreprises au moment de l'introduction du libre-service, parce que c'est le consommateur qui décide seul, face à un linéaire de produits, quel produit il va mettre dans son chariot. Alors qu'auparavant, il y a un prescripteur qui s'appelle l'épicier, et donc la force commerciale des entreprises n'avait qu'un seul travail à faire, c'était de tourner dans les épiceries et de convaincre l'épicier, en lui donnant une caisse gratuite d'huile d'olive s'il passait par ce fournisseur, de convaincre l'épicier que l'huile d'olive qu'on lui proposait était la meilleure. Et lui se chargeait, évidemment, de donner la bouteille d'huile d'olive de n'importe quelle marque à son client, au client final, c'est-à-dire au consommateur. La grande distribution et le libre-service va révolutionner, effectivement, la distribution des produits, en engendrant une concurrence extrêmement féroce sur les différentes déclinaisons d'un produit. Et c'est là qu'on va commencer à réfléchir sur l'innovation, la différenciation, le packaging. C'est là, finalement, où la démarche marketing va commencer. Donc, développement du libre-service, de la grande distribution intégrée, donc le modèle français de nos grandes enseignes de distribution, et puis aussi, à la même époque, pour d'autres types de produits, comme notamment l'habillement, le développement de la vente par correspondance, qui va nécessiter aussi un très fort marketing, déjà par son support essentiel, qui est la mise à disposition d'un catalogue présentant l'ensemble des articles, et évidemment que le catalogue est un acte marketing extrêmement fort. Donc on le voit, ce sont les changements dans la distribution des produits qui vont engendrer des besoins en marketing. Et puis la communication sur les produits se développe petit à petit. La publicité qui nous vient des États-Unis, fait son entrée assez remarquée en Europe. Les médias se développent et donc la publicité est en train de prendre son envol pour ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Essor de la publicité média, donc,
et développement d'acteurs très spécialisés dans la communication, qui sont les agences et les services de publicité, puisque auparavant c'était assez peu constitué tout ça, et c'était des entreprises qui concevaient leurs messages publicitaires. Alors évidemment, elles passaient par des professionnels pour réaliser des images ou des films, hein, mais c'était encore très très largement internalisé. Développement des premières enquêtes de clientèle pour affiner les techniques de vente et de distribution. Hein, donc voilà une nouvelle activité marketing qui fait son apparition. On s'intéresse au client et on lui demande ce qu'il pense des produits. Le client, somme toute, donc est une préoccupation des entreprises, évidemment, mais ce n'est pas sa préoccupation essentielle. On n'a pas encore mis le client au centre de l'entreprise. Hein, le client est l'aboutissement de l'action de l'entreprise. L'entreprise agit pour le client. Aujourd'hui, le client est tellement important pour l'entreprise que le client est le point de départ et le point d'arrivée de la démarche de l'entreprise. Pour l'instant, il n'est que le point d'arrivée. Dans les années 80 et 90, tout va s'accélérer du point de vue du marketing. Donc, c'est ce qu'on appelle la révolution des activités mercatiques. En tous les cas, en ce qui concerne l'Europe, hein, et la France en particulier. Alors, on peut expliquer cela de différentes manières et on peut justifier la mise au centre des organisations du client par plusieurs phénomènes qui convergent. D'abord, la conjoncture économique qui est peu favorable. Je vous rappelle qu'on en a fini avec les 30 Glorieuses, les rythmes de croissance sont faibles, on vient d'essuyer des chocs pétroliers, 80 c'est le deuxième choc pétrolier. Donc, effectivement, on est dans une période économique morose, on va dire. Et dans les périodes d'activité économique morose, il faut bien que les entreprises, pour se développer, soient agressives en matière commerciale et mercatique. On a de plus un contexte généralisé de concurrence, donc une concurrence qui est avivée par les récessions, les faibles rythmes de croissance. Hein, le gâteau grossit moins vite d'année en année, et donc si les convives sont plus gourmands, il va falloir se battre pour récupérer sa part, hein, donc la concurrence est beaucoup plus violente. Et puis, cette concurrence, dès les années 80, commence à s'internationaliser avec l'arrivée des produits japonais, hein, dans un premier temps. Les années 80 sont les années du Japon et du développement des productions japonaises sur l'ensemble de la planète. Donc, une concurrence internationale qui s'accroît. Les impératifs d'une gestion serrée se font sentir, effectivement. On dit souvent que les années 80 ont été les années de la gestion. Hein, les entreprises, suite aux crises, ont appris à se gérer. Et celles qui n'ont pas appris ont disparu à la même époque. Hein, chaque décennie, finalement, on a dit aussi que les années 2000, de 2000 à 2010, hein, la première décennie, étaient probablement les années de l'organisation. C'est-à-dire que c'est des années où les entreprises ont particulièrement réfléchi aux problèmes organisationnels. Hein, donc chaque période, si vous voulez, a une caractéristique en termes de préoccupation d'entreprise. Là, la gestion serrée, elle commence dans les années 80. Autre contexte difficile, notamment pour les industries de biens de consommation, il y a une relative saturation de la norme de consommation. Alors relative, hein, parce qu'on peut voir, il n'y a pas franchement de crise de la société de consommation aujourd'hui, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Simplement, les grands marchés sont des marchés de renouvellement. Les Français ont eu une voiture déjà et il s'agit de la changer. Donc ils savent ce qu'ils peuvent attendre de ce type de produit. C'est vrai aussi pour les électroménagers. Donc le client devient beaucoup plus exigeant et relie ses propres besoins à ce que devrait lui offrir un produit. Auparavant, pour un produit, on se dit, voilà, avec ce produit, je peux faire ça. Et maintenant, le consommateur réfléchit à l'envers et il dit, moi, j'ai besoin de ça et donc je veux ce produit-là. Hein, c'est très, très différent. Il n'est plus nécessairement preneur de ce que l'on lui propose, mais il faut lui proposer des choses
qui sont de mieux en mieux adaptés à ses besoins. C'est un signe de maturité du consommateur. Il faut qu'il ait une grande habitude de la consommation pour savoir ce qu'il peut attendre réellement d'un produit. Donc, relative saturation de la norme de consommation de masse. Et puis, c'est une réponse, évidemment, déjà à tout ça, mais il y a une dynamique spécifique de l'innovation, puisque le progrès technique, comme vous le savez, est exponentiel. Et donc, il était plus violent dans les années 80-90 que dans la période précédente, et plus violent dans les années 2000-2010 que dans les années 80-90. Eh bien, le progrès technique de ces années-là entraîne tout un tas d'innovations. Et ces innovations sont autant d'occasions pour les entreprises de différencier leurs produits de ceux de la concurrence. Donc ce sont aussi des années où on voit fleurir beaucoup d'innovations sur les produits et où on voit des produits différents tenter de séduire des segments de clientèle particuliers. Conséquence, eh bien, les entreprises, conséquence de tous ces éléments contextuels, eh bien, les entreprises vont prendre l'habitude d'étudier systématiquement et rigoureusement les marchés avant de prendre une décision concernant la production ou voire la distribution des produits. On passe donc, c'est très important de comprendre le sens de ce passage, on passe donc d'une logique de vente à une logique mercatique où le client est au centre des préoccupations. Ne vous méprenez pas sur le sens de cette phrase. La logique de vente, c'est quoi? J'ai un produit, comment je peux le pousser vers le client? C'est ça, la logique de vente. Mais je ne remets pas du tout en cause le produit. Et comment je vais faire pour arriver à vendre toute ma production au client? La logique mercatique, c'est, en amont, qu'est-ce qui va faire plaisir au client? Donc, j'étudie finement les besoins. Je vais choisir de satisfaire tel ou tel besoin, donc je vais segmenter mon marché parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents ou parce que ce segment est particulièrement rentable. Et ensuite, je vais faire une proposition au client qui va adhérer puisque j'ai suivi sa logique. Et je mets en place aussi un processus d'évolution en suivant la satisfaction du besoin de mon client et l'évolution de ses besoins. Puisque effectivement les besoins des individus changent avec leur consommation. Et donc c'est cette démarche-là systématique que l'on appelle la mercatique qui va se mettre en place dans ces années-là. Alors la décennie 90 est caractérisée par encore plus de concurrence entre les entreprises et que l'on peut interpréter d'abord et avant tout comme une conséquence de la mondialisation. Donc, la mercatique est encore plus importante pour le maintien et le développement des avantages concurrentiels. En fait, plus les activités, le développement d'activités est difficile, et plus la mercatique est indispensable, puisque c'est un outil au service du développement et de la croissance des ventes de l'entreprise. Alors on assiste à une hypersegmentation des marchés. La segmentation, sans rentrer dans le détail, je vous rappelle, c'est diviser le marché en groupes homogènes. D'accord? Et alors évidemment, par exemple, dans le secteur du textile, on peut, la première segmentation auquel on va penser à cette époque-là, c'est les hommes et les femmes. Après, on va faire les hommes, les femmes et les enfants. Remarquez qu'il y a encore beaucoup d'enseignes de distribution qui sont encore sur cette typologie basique, qui a quand même une certaine réalité. Mais on va aller beaucoup plus loin que ça. Après, on va spécialiser dans le même domaine les enseignes par type de socio-style. Les jeunes branchés, les jeunes cadres dynamiques, d'accord, avec des besoins extrêmement spécifiques du point de vue des codes vestimentaires. Et c'est dans les années 90 qu'on va apprendre à faire ça. On va de plus en plus spécialiser les produits à destination de clientèle particulière. Je vais vous faire remarquer que ça peut marcher d'ailleurs avec la tendance inverse. Comme je vous parlais d'habillement, il ne vous aura pas échappé que le concept du sportwear américain, justement, est un concept unisexe, qui remet en cause donc la segmentation traditionnelle des métiers de l'habillement entre les hommes et les femmes.
Un sweatshirt, c'est, hormis la question de taille, ça peut être pour madame ou pour monsieur. Et donc c'est une tentative aussi, par certains, de désegmenter le marché de l'habillement. Donc, en règle générale, hyper-segmentation des marchés. Une différenciation accélérée des produits. De plus en plus, on essaye que le produit soit original et soit vécu précisément comme une situation de monopole dans la tête du client. Il y a le produit de telle marque qui n'est pas comparable à celui de telle autre, pour fidéliser et pour pouvoir augmenter les prix. On a aussi des innovations permanentes, de plus en plus rapidement introduites. Donc, finalement, les années 90, c'est une accélération des tendances de la période précédente. Une communication qui va changer de ton. Désormais, on communique de moins en moins directement sur les produits. Vous me direz, ça dépend des produits dont on parle. Et de plus en plus sur des concepts et sur des valeurs. C'est-à-dire on essaye de vendre au consommateur autre chose que le produit. On essaye de lui vendre du sens au consommateur. Et comme on lui vend plus cher. C'est donc l'augmentation de la création de valeur pour correspondre à une augmentation des prix et des marges de l'entreprise. Un développement donc des techniques du marketing direct et de la publicité en médias. Alors ça, c'est une grande originalité effectivement des années 90. C'est l'essor du marketing direct et de la publicité en médias. Le marketing direct, je vous rappelle, c'est quand on fait une proposition à un consommateur identifié. Donc ça va passer par le publipostage. Vous allez recevoir un courrier dans votre boîte aux lettres en vous présentant une gamme de produits. Ça peut être aussi un appel téléphonique, ça peut être aujourd'hui un email. Donc à partir du moment, en fait, on reconnaît les techniques de marketing direct par l'utilisation d'un fichier. On s'adresse nominativement au consommateur. Alors un fichier, des fois, le fichier, c'est l'annuaire. Puisque on peut faire du marketing direct, effectivement, par les zones géographiques aussi. Donc l'annuaire pour le téléphone ou par zone géographique, tout simplement pour la grande distribution. La grande distribution ne distribue pas ses catalogues au hasard. Elle les distribue dans sa zone de chalandise. Donc c'est une segmentation du marché. Évidemment, elle ne connaît pas le nom de chacun des détenteurs de la boîte aux lettres. Mais ça joue le rôle, le quartier, si vous voulez, joue le rôle d'un fichier. Parallèlement émerge un nouveau média de masse, fin des années 90, Internet, qui va permettre la multiplication des opérations de marketing direct et, bien sûr, une nouvelle activité, un nouveau circuit de distribution qui va révolutionner pas mal de choses. La décennie suivante, la vente en ligne. Alors, dans les années 2000, que se passe-t-il ? Donc, les années 2000, c'est jusqu'à aujourd'hui. Tendance des années 90 encore exacerbée, notamment sur la différenciation et l'innovation, et sur la segmentation. On va tellement loin dans la segmentation, dans certains domaines, qu'aujourd'hui, on est capable de proposer des offres individualisées aux consommateurs. Alors, quand je dis aujourd'hui, je suis un peu méchant avec les grands précurseurs que sont les assureurs, par exemple, qui ont toujours vendu, qui vendent depuis un certain temps des produits totalement adaptés aux consommateurs. Il y a une différenciation absolue en fonction de votre âge, vos revenus, de vos biens, de vos angoisses par rapport au futur, de vos moyens financiers, etc. Et vous avez donc une individualisation de l'offre d'assurance. On s'en aperçoit même pas parce que derrière, il y a un back-office qui calcule tout ça. Mais personne, finalement, ne paye la même prime d'assurance, puisque personne n'est porteur du même type de risque non plus. Donc il y avait déjà une individualisation dans le domaine des services. Aujourd'hui, cette individualisation, elle touche les domaines des produits. Et un des grands sites Internet qui a proposé cette individualisation, c'est le site de Mattel avec sa célèbre Barbie. Déjà, en 1997, vous aviez le choix de personnalisation de votre Barbie.
Donc non seulement vous aviez la couleur de peau, la couleur des cheveux, des yeux, etc. Puis après des vêtements qui étaient adaptés, personnalisables en fonction des désirs de l'enfant. Donc ça ne remonte pas aujourd'hui que cette individualisation des produits. Mais de plus en plus, puisque aujourd'hui on peut commander sa voiture, chez Fiat notamment, on peut personnaliser sa voiture. Alors évidemment, on ne va pas avoir un moteur de... On ne peut pas avoir un moteur de Maserati dans une Fiat, c'est pas possible, hein, mais il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir changer. En fait, c'est tous les aspects extérieurs de l'automobile, de la peinture à l'accessorisation, hein, au tissu d'intérieur, etc. Donc, on progresse de plus en plus vers cette hypersegmentation qui aboutit à l'individu lui-même. Alors, la granule la plus avancée de la segmentation, c'est l'individu. On ne peut pas aller au-delà. Et tout ça, évidemment, ça bouleverse les activités marketing. Parce que pour personnaliser, il faut un échange d'informations permanent avec le client et il faut que le client ou le prospect fournisse les informations. La communication s'oriente de plus en plus sur les valeurs d'authenticité. Donc, période d'avant, les valeurs. Maintenant, des valeurs qui sont bien identifiées. L'authenticité, donc le terroir, le produit naturel, le produit biologique. Voilà, le produit sain d'une manière générale. Hein. Ça, c'est les terrains de communication qui sont aujourd'hui les plus fréquents. Bien sûr, valeurs écologiques, valeurs citoyennes, hein, qui sont développées dans la communication. Alors, on dit souvent que le marketing, ou on a dit souvent que le marketing des années 2000 serait un marketing de rupture, c'est-à-dire que plus rien ne se passerait comme avant, après les années 2000. Alors, quels sont les signes de ces ruptures ? Alors, je ne sais pas si on peut qualifier la période de rupture par rapport à celle qui l'a précédée. Je ne sais pas si le terme n'est pas un peu fort, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de points où les choses ont énormément changé. Alors d'abord, on voit apparaître le développement des produits multifonctions. Ça, c'est une très grande nouveauté. Les produits groupés. Alors, par exemple, le téléviseur avec le lecteur DVD. Hein, donc, voilà, on va faire 2 ou 3 produits en un, si vous voulez. Hein, c'est une manière aussi d'innover et de se différencier. Quelle autre innovation voit-on fleurir ? Eh bien, la différenciation se fait de plus en plus aujourd'hui par les services qui sont rattachés au produit. En fait, je vais même vous dire mon intime conviction, c'est qu'on vend des produits aujourd'hui pour vendre des services, pour l'essentiel. Alors, ce n'est pas vrai pour les pâtes, je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous l'accorde. Mais sur les biens durables, notamment les automobiles, voire les produits électroniques de la maison, ou les téléphones portables, il est évident que l'essentiel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous donne, entre guillemets, vos téléphones, pour vous faire consommer du service. Donc le service prend de plus en plus d'importance autour du produit. Alors soit parce que le service va être récurrent et va permettre un revenu permanent, c'est un très très gros avantage pour les entreprises, hein, d'avoir la récurrence de la relation client et sa fidélisation, soit parce que le service va être un élément de différenciation. Garantie 5 ans. D'accord ? C'est un service qui, effectivement, peut interpeller le consommateur d'automobile. Donc, voilà. On est dans une économie de services, on est dans une économie d'immatériel. Eh bien, ces services et cet immatériel rentrent maintenant en compte dans la définition des produits matériels. Le consommateur, par ailleurs, aurait la réputation de devenir de plus en plus rationnel. Donc ça, c'est lié à sa maturité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire notamment la valeur d'usage du produit devient plus importante que sa valeur de signe, c'est-à-dire que la consommation frimeur des années 80 est terminée. On consomme aujourd'hui de plus en plus parce qu'on a un réel besoin des choses. Donc c'est l'utilité du produit
qui va déterminer les choix de consommation. Et tout ce qui est apparence sociale, identité des individus, alors c'est pas vrai que ça n'existe pas, mais c'est plutôt en régression, notamment sur ce grand produit qui est l'automobile. On s'aperçoit aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe par exemple dans les entreprises, on s'aperçoit que les dirigeants d'entreprise, souvent, ont des voitures plus petites ou de gamme inférieure à celle de certains de leurs salariés. Et ça veut dire qu'on ne montre plus nécessairement sa position sociale dans ce type de bien qui est l'automobile. De la même manière, dans le vestimentaire, etc. Donc, voilà, c'est l'utilité qui se développe de plus en plus, même si de multiples contre-exemples peuvent être trouvés à ce que je dis. Mais c'est plutôt en voie de disparition, donc ça veut dire que le consommateur est de plus en plus rationnel. Donc la valeur de signe, c'est que signifie le fait de consommer tel produit. Et donc là, c'est lié à l'apparence, c'est lié à la présence des autres, en fait. Autre signe de rationalité, la marque. Les produits de marque ont des difficultés. En tous les cas, certaines marques ont des difficultés avec leurs consommateurs. La marque ne justifierait plus aux yeux du consommateur une différence de prix trop importante. Le consommateur a compris que si la marque proposait généralement des produits de qualité, parce que l'image de marque a beaucoup à perdre des problèmes de qualité, donc un produit de marque doit être un produit de qualité. Vous avez compris le manque à gagner de l'entreprise si cela n'est pas atteint. Mais, en même temps, ça va occasionner une telle augmentation de prix, dépenses marketing, dépenses de communication, le consommateur a bien compris qu'il payait la valeur des marques. Et que, précisément, comme il est de plus en plus intéressé par l'usage du produit, eh bien, il va se détourner progressivement d'un certain nombre de marques. Alors, c'est pas vrai partout, c'est pas vrai dans tous les domaines, c'est pas vrai pour tous les types de clients, mais regardez dans la famille agroalimentaire, eh bien, les marques ont vraiment de la peine que les gens préfèrent acheter des pâtes fraîches grands distributeurs que Lustucru parce que ça coûte nettement moins cher et qu'elles sont de la même qualité. C'est aussi simple que ça. Alors c'est d'autant plus facile sur ces produits de grande consommation puisque le consommateur, il peut tester à pas de frais. Donc il essaye le produit et effectivement, s'il est bon, il se dit c'est totalement stupide de payer plus cher pour véhiculer une marque en fait. Donc, des difficultés, les marques ont des difficultés. Et il y a des campagnes de communication des marques qui disent la marque c'est la garantie de tranquillité, c'est l'assurance de la qualité. Vous comprenez bien que ces messages-là, ils sont précisément pour contrer le raisonnement que je suis en train de vous expliquer. Et puis, émergence d'une consommation de rassurance. Alors ça, c'est lié à beaucoup de tendances, les inquiétudes par rapport au futur, et puis probablement au vieillissement de la population. Les populations vieilles sont des populations généralement plus inquiètes que les populations jeunes. Et donc on est parti dans une consommation de rassurance où les gens veulent se rassurer en consommant. D'abord, ça veut dire ce que je consomme ne doit pas nuire à ma santé. Donc c'est tout l'aspect bio, diététique, sain pour le corps, équilibré, etc. Et vous aurez compris que c'est quand même des thèmes dont se sont emparés les entreprises de l'industrie agroalimentaire. C'est aussi une déclinaison écologique. Donc se rassurer, oui. Je n'achète pas de déodorant propulsé avec du gaz CFC parce que ça fait des trous dans la couche d'ozone. D'accord ? Et puis c'est aussi, d'une manière générale, tout ce qui est comportement anticipateur, acheter des produits d'assurance pour payer la scolarité de ses enfants. On est dans la consommation, c'est une épargne là qui va donner lieu à une consommation, mais une épargne de rassurance.
je mets de l'argent de côté dans la retraite complémentaire parce que je ne suis pas sûr de toucher une retraite. Hein. Donc vous avez tous ces comportements anticipateurs qui n'existaient pas auparavant. Donc, consommation de rassurance. Émergence de modes de consommation durables. Hein, alors là, on est vraiment en 2010, hein, on est dans les dernières années, où les impératifs écologiques sont en train de rentrer de plein fouet dans la préoccupation du consommateur. Et donc, cette idée de consommation durable, c'est-à-dire que quand on consomme, on veut s'assurer que le produit que l'on consomme n'a pas généré trop de pollution pour sa fabrication, qu'il n'a pas conduit à la surexploitation de la main-d'œuvre des pays du tiers-monde, et que sa déconstruction sera possible et ne posera pas de problèmes environnementaux. Pendant que son usage ne sera pas trop dépensier en énergie s'il s'agit d'un produit électrique, par exemple. Hein, donc voilà ce qu'aujourd'hui recherchent les consommateurs et recherchent de plus en plus. Développement de la vente directe, très très grosse évolution aussi, hein, via Internet. Et là, il y a des modifications des techniques marketing qui sont monstrueuses, puisque Internet est un formidable laboratoire marketing permanent. Hein, on n'a plus d'enquête à faire. L'enquête, elle se fait en permanence par les interventions du consommateur ou du futur consommateur sur les sites des marques. Et ça, c'est extrêmement important de savoir générer et récolter ce type d'informations. Développement donc du marketing via Internet. C'est un marketing direct, réactif et permanent. Participation de plus en plus importante des consommateurs à l'élaboration de l'offre. Alors ça aussi, c'est un grand changement et c'est lié aussi effectivement à Internet, pas uniquement. On associe aujourd'hui les consommateurs au processus de recherche et de développement. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que dès le départ, une marque qui va innover, elle prend à partie le consommateur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est extrêmement important pour le succès des produits. Donc comme on n'a pas le loisir de le faire rentrer dans l'entreprise, on le fait rentrer sur le site, hein, et on lui demande son avis. On lui fait tester des produits. Des produits virtuels, bien sûr. Développement du C2C. Ça, c'est aussi un nouveau mode de consommation, le C2C, consumer to consumer. C'est les échanges de biens d'occasion ou de prestations entre les particuliers. Hein. Ça aussi, c'est tout à fait significatif d'un changement de sens de la consommation. On n'hésite plus à consommer des produits usagés. Usagés, qu'on s'entende, qui fonctionnent encore, mais finalement, on n'a pas... on ne voit pas l'intérêt d'acheter quelque chose de neuf. Hein, quelque chose d'occasion suffit. Développement des réseaux sociaux. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un nouveau média de marketing, le réseau social, extrêmement puissant, mais attention, sa puissance qui est au service des organisations peut se retourner contre elle. Le moindre problème avec une marque, et vous êtes sûr que ça va tweeter chez 4500 personnes. Donc, arme à double tranchant, qui popularise les offres, qui précipite l'insuccès de certains produits, et donc qui, au global, incite les entreprises à avoir un marketing extrêmement adapté aux situations. Développement de nouveaux modes de consommation. Alors ça aussi, c'est extrêmement important. Hein. On est dans l'économie de l'échange. Tiens, très très intéressant, hein, et qu'on peut se procurer des produits avec les autres, mais pas forcément avec des entreprises, auprès des entreprises. La location qui devient une alternative très crédible à la propriété, de plus en plus. Alors c'est déjà assez abouti dans l'automobile aujourd'hui, hein, avec la location longue durée
tout compris assurance, maintenance, réparation, tout ce que vous voulez, hein, donc avec l'intérêt du forfait mensuel qui ne bouge pas. Mais cette location, on la voit aussi de plus en plus sur l'électroménager, sur les produits électroniques. Hein, et c'est donc un nouveau mode de consommation. C'est aussi les achats groupés. Là aussi, c'est l'économie d'Internet qui a permis ça. On se rassemble et on achète à plusieurs consommateurs 60 téléviseurs Sony. Et donc, évidemment, Sony va faire un petit prix pour cet achat groupé. Hein, donc, c'est vraiment des modes alternatifs de consommation. Et peut-être le plus intéressant, c'est la mutualisation des consommations. Enfin, on a compris qu'il ne servait à rien dans chaque villa d'avoir un motoculteur, qu'un motoculteur pour le quartier, ça suffisait bien, vu qu'on l'utilise environ une fois tous les 2 ans par maison. Et donc, ces comportements de mutualisation de consommation sont en train de se développer à vitesse grand V. Et donc, ça va supposer, ça aussi, un nouveau marketing. On vendra peut-être moins de produits, mais du coup, on pourra vendre des produits qui sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus sophistiqués, parce que moins chers car mutualisés. Donc, tous ces petits phénomènes bout à bout font que la consommation est encore en train d'évoluer très très rapidement à l'heure actuelle.